Bonjour tout le monde. Alors, je viens d'arriver en direct et un petit peu en retard, donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de mettre l'introduction du début, hein, parce que d'habitude, ça commence tout le temps avec une petite introduction, avec un petit décompte et là, après ça, j'apparais. Mais là, je suis arrivée directement dans votre écran aujourd'hui. Alors, j'étais un petit peu en retard parce que j'étais en rencontre et ça vient de terminer juste à l'instant. Alors aujourd'hui, pour le dernier jeudi avec Andrea Girard, consultante pédagogique, et le dernier live de la saison de l'automne et de l'année aussi 2022. Alors, au menu, il va y avoir une présentation de 4 romans, en fait, 4 albums jeunesse, en fait 2 albums jeunesse et 2 romans jeunesse. Alors, il va y avoir des livres que je vous présente parce que pour Noël, on aime ça avoir des nouveaux livres parfois et des nouveaux sujets. Et là, on ne sait pas toujours dans quoi investir. On ne sait pas non plus qu'est-ce qui est plus intéressant, si ça vaut la peine de les acheter. Alors, je vous en parle de nos nouveaux livres pour la saison de Noël. Je vous parle aussi de plein de choses, du fait que cette année, bon, il y a eu plein de nouveautés. Alors ça aussi, je vais faire un petit retour sur qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau en 2022. Et ensuite, qu'est-ce qui va être changé pour l'année prochaine ou qu'est-ce qui va s'en venir pour l'année 2023. Je vous fais aussi une petite parenthèse sur un article qui a paru récemment. Alors, il y a eu un article de journal qui a paru c'était sur un titre qui disait comme de quoi que les enfants qui faisaient l'école à la maison réussissaient moins bien sur les examens du ministère. Alors, je voulais vous en parler un petit peu sur ma vision de cet article-là et de comment on devrait aussi prendre en considération les données qui nous sont mises dans un article parce que c'est bien important quand même de faire attention à toutes les études, la manière dont ils sont rapportés. Il y a des données qu'il faut prendre en considération qui ne sont pas nécessairement écrites dans l'article. Et ensuite, ça fait pas mal le tour d'aujourd'hui quand même, qui est un menu assez complet pour un dernier live et un live dans lequel je suis seule. Je n'ai pas d'invité aujourd'hui. Alors, je commence avec les 4 nouveautés littéraires qu'on a achetées cette année de Noël. Je vais commencer par quelque chose qui est bien populaire parce que Les Mamans, j'ai raté l'avion, c'est 2 albums jeunesse qui sont nouveaux sur le marché depuis peu et qui sont très populaires dû au fait que le film était quand même assez très populaire lorsqu'on était jeune. On s'en souvient tous, on l'a beaucoup aimé. C'est encore mon film préféré, moi, de Noël. Maman, j'ai raté l'avion. Et ils ont sorti ces 2 albums-là. C'est les auteurs, d'ailleurs, du film qui ont sorti ça maintenant en album jeunesse. Alors, ce sont des albums de 40 pages. Et même si ça a 40 pages, comme mon garçon disait, lui, ce qu'il trouvait intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de texte par page. Donc, je vais essayer de vous en montrer une page pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est pas comme cette page-ci, on peut voir, le texte, il n'est pas trop long. Alors, ça se lit quand même assez bien. Je vais vous montrer ici l'autre page. Et les illustrations sont magnifiques. Et moi, en tout cas, j'ai une couverture rigide. Je ne sais pas s'il existe d'autres avec une couverture souple. Alors, c'est un livre qui est quand même vraiment intéressant. Et pour chaque album, on peut prendre, comme n'importe quel livre, on peut prendre le temps de faire aussi les stratégies. Ceux qui ont suivi justement ma formation, favoriser la réussite par l'enseignement stratégique de la lecture, de l'écriture, on en parle, hein, comment survoler le texte. Et lorsqu'on survole le texte, on peut remarquer justement et faire remarquer aux enfants que c'est une histoire qui est écrite justement au niveau de l'anglais. Donc, ça veut dire que c'est une histoire qui est traduite. Alors, déjà, on peut s'attendre peut-être à avoir des différences linguistiques. Et ensuite, c'est sûr que là, on se donne une intention de lecture, on peut faire des hypothèses, activer nos connaissances et après ça, on peut commencer à lire l'histoire. Et je peux dire que c'est vraiment intéressant. Si vous pouvez acheter les 2, c'est sûr que c'est vraiment plaisant. Si vous en avez acheté un, je dirais que nous, en général, on a préféré le premier, dû au fait que c'est sûr qu'on connaît beaucoup l'histoire des films. Ça l'a aussi joué quand même dans les livres parce qu'en fait, les 2 livres sont vraiment bons.
mais on s'est aperçu que dans le premier, ça résume. On s'entend un livre, là, ça va sur 40 pages, comparé à un film d'1 heure et demie, ça va vraiment résumer les faits importants. Et dans le premier, ça résume quand même assez bien les éléments importants du film. Tandis que là, dans le deuxième, on dirait que sont allés dans certains éléments importants, mais il y a plein de choses qu'on avait beaucoup aimées qui n'ont pas du tout apparu dans le film. Et je pense qu'il y avait beaucoup trop d'éléments peut-être à parler que là, ils n'ont pas pu tout mentionner dans le deuxième. Donc, c'est à peu près, je dirais, le seul point qui peut faire que le premier est un peu, je dirais, un peu plus apprécié que le deuxième. Sinon, dans le premier, petite coquille un peu au niveau de la traduction, on parle au lieu de parler de pot de peinture, on parle de boîte de peinture. Alors ça, c'est un peu drôle parce qu'on ne dit jamais ça en langue française. J'ai jamais entendu dire quelqu'un dirait « je vais te lancer une boîte de peinture » ou « prends la boîte de peinture pour aller peinturer ». Tandis que dans le deuxième, étonnamment, c'est super bien traduit, on parle de pot de peinture. Donc, c'est juste une petite remarque au niveau de la langue. Mais sinon, ces deux albums, en général, qu'on a vraiment bien appréciés, comme j'ai dit, dû au fait que c'est 40 pages, mais le texte est court, ça se lit super bien. Les images sont vraiment intéressantes. Et bien sûr, ça nous rappelait le film qui était toujours très aimé de tout le monde. Et pour les romans jeunesse. Alors, pour les romans jeunesse, on a acheté cette année Mission Lutin au monde des géants. Et on a acheté aussi celui-là d'Opération Père Noël. Alors, ce qui est intéressant, c'est que mes enfants qui ont 9 ans, 7 ans et 5 ans, alors surtout, le 9 ans et la 7 ans puisqu'ils lisent, se disaient qu'ils ne pouvaient pas lire ce genre de roman-là parce qu'ils sont quand même assez gros. On parle ici de 367 pages pour lui et l'autre environ 206 pages. Alors là, mes enfants disaient, ben voyons, je ne peux pas lire ça, mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une lecture collective. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour encourager vos enfants à lire des plus gros livres, c'est faire une lecture collective où est-ce que votre enfant lit 2-3 pages, ensuite vous poursuivez 2-3 pages, un autre enfant peut en lire 2-3 autres, et ainsi de suite. Donc, ça encourage les enfants à lire et ils se rendent compte que lorsqu'on fait une lecture collective, finalement, c'est pas si pire que ça se lit assez bien. Et même ma fille ensuite, qui a seulement 7 ans, mais là, on peut voir, et ça, le mieux signé, elle a décidé de lire par elle-même. Donc, ça l'encourageait à lire un livre qui avait beaucoup de pages. Et celui-là, si vous pouvez voir l'écriture à l'intérieur, c'est quand même en plus assez écrit gros. Alors, c'est super intéressant pour les enfants aussi. Et ce qui a été aimé beaucoup pour les enfants, il y a des illustrations. Alors ça, c'est assez rare dans un roman jeunesse, mais on retrouve quand même beaucoup d'illustrations à l'intérieur. Alors ça, c'est un point qui a vraiment été apprécié pour mes enfants pour le roman Mission Lutin au monde des géants, écrit par Émilie Gagnon. Et pour l'autre ici, Opération Père Noël, qui est écrit par Catherine Girard-Audet. Bon, ce qu'ils ont moins aimé, il n'y a pas d'illustration, mais ils ont vraiment adoré le fait qu'à chaque fin de chapitre, il y a toujours une intrigue. Donc là, ils ne veulent pas arrêter le livre, ils ne veulent pas qu'on arrête de lire parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe au prochain chapitre. Et celui-là, ils l'ont complètement dévoré. Vraiment, ils en ont redemandé, ils l'ont apprécié et là, sont en train justement de le relire par eux-mêmes. Alors, comme de quoi que même si on a un roman qui a 300 pages, on peut encourager nos enfants à les lire en faisant une lecture collective et ensuite, après ça, ça leur donne le goût de lire par eux-mêmes. Et il ne faut pas se décourager si nos enfants peut-être lisent lentement parce que ce n'est pas un facteur du fait qu'ils ne sont pas des bons lecteurs. Et ce n'est pas non plus un facteur de dyslexie, un enfant qui va lire lentement. Alors, il faut simplement leur donner le goût de la lecture. Et comme j'ai dit, on leur présente des livres et ils sont capables par eux-mêmes de dire « Ah, ben ça, j'aime ça j'aime moins ça. » Mais finalement, ce sont 4 livres, en tout cas, qui ont été très, très appréciés pour notre thématique de Noël cette année et que je ne regrette pas du tout d'avoir investi récemment pour enrichir un peu notre bibliothèque à la maison. Alors ça, c'est ce que je voulais vous parler, si jamais ça vous intéresse justement de vous procurer des livres de Noël. Ensuite, pour 2022, alors qu'est-ce qui s'est passé cette année? En fait, il y a eu la sortie du nouvel outil qui est disponible pour tout le monde, qui est gratuit, qui s'appelle « Enseigner l'orthographe stratégiquement » parce que le par cœur n'existe plus. Alors ça, c'est un PDF que vous pouvez télécharger sur mon site web au www.andreagérard.com. Je ne sais même pas si mon adresse apparaît ici, oui.
elle peut apparaître. Alors, si vous allez sur mon site, vous allez trouver, il y a 2 PDF gratuits, dont celui-là qui est une nouveauté de cette année. Il y a aussi 11 nouvelles vidéos YouTube. La 12e, elle est en retard parce que d'habitude, mes vidéos sortent au début du mois, mais celle-ci va sortir plus à la fin du mois. Alors, il y a eu une nouvelle vidéo par mois qui est sortie. Et il y a aussi une parution d'un article sur le Ho'oponopono que j'ai parlé cette année parce que c'est une méthode que j'utilise pour résoudre les conflits familiaux. C'est une méthode que j'utilise beaucoup lorsqu'il y a de la chicane dans la fratrie, entre frères et sœurs, lorsque même il y a des conflits, moi aussi, avec mes enfants. Et c'est une méthode que, bon, je ne dis pas qu'il faudrait que tout le monde la fasse, mais c'est très intéressant quand même à connaître lorsqu'on veut être dans une énergie un peu plus paisible, un peu plus d'amour. Et c'est une méthode qui est très intéressante à connaître lorsqu'on apprend un petit peu plus la philosophie hawaïenne. Alors ça, c'est un article que vous pouvez lire dans le magazine Innovation en éducation ou sinon, sur mon site Internet, dans la section blog, j'ai réécrit l'article en ajoutant un petit peu plus de détails parce que lorsqu'on écrit pour un magazine, on est limité à un certain nombre de caractères. Alors, sur mon blog, je peux aller plus loin et ajouter encore plus de détails, plus d'exemples parce que vous pouvez appliquer aussi le Ho'oponopono pour votre entreprise, pour un problème que vous vivez. Ça peut être même des problèmes amoureux, des problèmes de relation avec une autre personne. Alors, c'est vraiment intéressant de connaître le Ho'oponopono si vous ne connaissez pas cette philosophie-là et cette manière de résoudre des conflits. Ensuite, en septembre, il y a eu le lancement du livre Benjamin se promène la nuit. Et ça, je voulais vous en parler parce que de tous les exemplaires qui ont été imprimés, présentement, il reste seulement la moitié des exemplaires. Alors, la moitié des exemplaires se sont envolés dans les 2 premiers mois de parution. Alors, c'est intéressant, mais en même temps, moi, je ne prévois pas non plus une réimpression immédiatement ni dans la prochaine année, parce qu'il va y avoir la sortie du 2e livre qui s'en vient dans la prochaine année. Alors, c'est sûr que là, je laisse écouler la moitié des exemplaires et on verra qu'est-ce que ça va donner. Peut-être qu'il va y avoir certains mois où est-ce qu'il y aura à ce moment-là peut-être une attente avant qu'il y ait une réimpression. On verra, mais pour l'instant, il y en a toujours de disponibles sur mon site Internet et il va même avoir une promotion qui s'en vient la semaine prochaine où est-ce que si vous achetez le livre Benjamin se promène la nuit, vous obtenez un autre livre gratuitement qui a été écrit par Peggy G. Desandé qui s'appelle Devenir un parent zen avec la méthode Slow Parenting. Alors ça, c'est une promotion qui s'en vient pour le temps des fêtes. Donc, regardez souvent dans ma boutique, il y a une promotion présentement pour les posters de stratégie de lecture d'écriture, mais il va en avoir une aussi pour le livre de Benjamin se promène la nuit où est-ce qu'on obtient un autre livre gratuitement. Ensuite, il y a eu aussi cette année que j'ai pu aller à la rencontre des gens, hein, parce que là, on est plus, en tout cas, on est moins en situation de pandémie, là, même si la pandémie fait toujours partie de nous. Alors maintenant, je peux aller à la rencontre des gens. Alors en avril, je suis allée au salon de l'apprentissage et en septembre, j'ai rencontré aussi les gens au niveau du congrès de l'Association québécoise de l'éducation à domicile, le congrès de la non-rentrée. Alors, c'était vraiment plaisant et j'ai fait 2 conférences sur, il y en a une, c'était sur lâcher prise sur la réussite scolaire et l'autre, c'était sur les troubles d'apprentissage. C'est 2 conférences qui ont été appréciées et j'ai eu aussi comme commentaire que ça aurait été plaisant de pouvoir y assister, mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait y assister. Alors ça aussi, ça m'a amené à une idée qui va être une nouveauté en 2023 et je vous en parle bientôt. Parce que là, je veux finir ma parenthèse sur l'Association québécoise de l'éducation à domicile. Parce que, bon, là, je suis allée au congrès, j'ai rencontré les gens et on a fait des conférences. Et en novembre, ben en fait, même en novembre, en septembre, on a entendu parler aussi que la Quête poursuivait le ministère de l'Éducation pour les examens du ministère. Et là, vous voyez où est-ce que je m'en viens parce que je vous ai dit que je vous parlerai de l'article de journal. Et je vais vous parler aussi de qu'est-ce qui s'est passé que vous ne savez pas non plus dans l'année 2022. Alors, l'Association québécoise d'éducation à domicile a décidé, c'est sûr, de poursuivre le ministère parce que les examens ne sont pas du tout adaptés pour les enfants qui font l'éducation à domicile. Même si dans l'article de journal, bon, ils ont fait un article par rapport aux résultats obtenus en disant qu'ils étaient un peu moins bons. Et comme je dis, il faut vraiment bien prendre le temps de lire l'article et je vous en reparle. Et finalement, l'association m'a aussi approchée pour les aider dans leur cause. Et en fait, moi, j'agissais en tant qu'expert
par rapport à l'évaluation des apprentissages. Alors, pour ceux qui se le demandent, ce n'est pas un rôle que je fais rien par rapport à la justice. Là. Je ne suis pas du tout là-dedans, je ne suis pas dans les droits, je ne suis pas avocate, je ne suis pas rien de ça. Moi, dans le fond, je fais juste présenter mon expertise par rapport à l'évaluation des apprentissages parce que je peux comparer le milieu scolaire et le milieu de l'éducation à domicile. Et parce que ça fait quand même 20 ans que je suis dans le milieu, j'étais là comme intervenante dans les écoles. Après ça, j'étais là comme enseignante et j'ai fait de l'enseignement privé. Je montais des programmes personnalisés, j'évaluais les enfants. Bref, au niveau de l'évaluation, ça va bien, je m'y connais bien. J'ai fait aussi des évaluations, des formations en continu au niveau de la différenciation pédagogique, les mesures d'adaptation qu'on peut faire et au niveau aussi de l'évaluation à distance, qui est beaucoup plus appliquée. On le voit de plus en plus au Québec, mais les principes de l'évaluation en distance, qui est fait sur un principe de triangulation, est beaucoup plus appliqué en Ontario qu'au Québec. Alors, tout ça pour dire que c'est certain que lorsque j'ai lu l'article de journal, ça m'a fait beaucoup réagir parce qu'on s'entend que c'est un champ d'expertise que j'ai. Et quand j'ai vu ça, ben le titre, on s'entend, il fait comme à croire que les enfants de l'école à la maison sont moins bons et ont de la difficulté aux examens du ministère. Et à toutes les fois, c'est un peu comme comparer des pommes puis des oranges. Oui, c'est deux fruits, mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors, un enfant qui fait l'école à la maison et un enfant qui va à l'école dans un contexte scolaire, ce n'est pas du tout le même contexte d'apprentissage. Alors, c'est sûr que lorsqu'ils passent un examen dans un contexte d'apprentissage qui est semblable, mais ce n'est pas la même chose qu'ils vont vivre ni un ni l'autre. Et dans l'article, il parle d'un écart qui est de 2,4 % en lecture. OK? Mais ce qui n'est pas dit, c'est que les enfants qui font l'école à la maison, et même tous ceux au Québec, là, présentement, ce qui arrive, c'est que depuis l'année passée, le ministère a décidé de faire des adaptations à cause de la pandémie. Et les examens du ministère au niveau de la lecture, d'habitude, il y en a 2. Et là, il y en a seulement un. Alors, les enfants qui faisaient l'école à la maison, comme les enfants qui vont dans un établissement scolaire, avaient seulement un examen de lecture. Ça veut dire qu'il y a un écart de 2,4 % en lecture, mais pour un examen. Et là, ils disent, mais l'écart va jusqu'à 11,3 % en maths. Mais en maths, on parle de 5 examens. En contexte pandémique et en contexte régulier, ça, il n'y a pas eu d'adaptation là-dessus. Je ne sais pas si vous comprenez, mais pour un examen, 2,4 %, c'est quand même assez bien, ce n'est pas alarmant du tout. Et si moi, je fais ça fois 5, ça me donne 12 % d'écart. Là, on dit qu'on obtient 11,3 % d'écart, donc ça veut dire que c'est super bon aussi. Et ça se tient dans ce temps-là avec cette logique-là, avec la logique d'un examen versus 5 examens. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les chiffres qu'on voit parce qu'on va dire, aïe, 11,3 % en maths, c'est beaucoup. Oui, mais c'est une moyenne qui est faite sur 5 examens. Et quand on regarde avec la moyenne d'un examen, bien, c'est tout à fait dans les chiffres et c'est tout à fait normal et c'est correct, là. Et un autre élément qu'on doit prendre en considération lorsqu'on regarde une étude, c'est qu'on parle il mentionne ça par contre dans l'article, on parle de 10 à 20 enfants qui font l'école à la maison, qui doivent faire l'examen dans un centre de service scolaire, comparativement à 2500, 4000 élèves. Alors, c'est sûr qu'on ne créera pas la même moyenne, ça ne pourra pas donner les mêmes chiffres. Alors, c'est sûr que c'est une des raisons qui peut expliquer aussi l'écart. Donc, si on pourrait comparer 2 éléments semblables, comme 2000 enfants qui font l'école à la maison versus 2000 enfants qui fréquentent un établissement scolaire, peut-être que là, finalement, on pourrait même obtenir des chiffres meilleurs ou des chiffres semblables. Alors, c'est pour ça qu'il faut être prudent toujours avec les chiffres qui sont mentionnés. Et une autre chose aussi, compte tenu de ces éléments-là que je viens de vous dire, et du fait que, bon, les enfants qui font l'école à la maison aussi, c'est une clientèle qui est majoritairement des enfants HDAA, donc des enfants handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. Et c'est des enfants qui n'apprennent pas dans un contexte scolaire. Ils ne savent pas nécessairement ce que le correcteur attend d'eux, parce qu'on s'entend qu'un enfant qui est dans un établissement scolaire, mais toute l'année, il va se faire dire il faut que tu répondes à la question de telle façon. Il faut que tu fasses ça comme ça. Et je sais, là, j'ai encore plein d'amis, plein de collègues qui sont encore enseignants et j'en ai même qui sont venus faire des entrevues et vous allez les voir bientôt dans une formation qui va sortir, même des enseignants du secondaire.
ils disent qu'il y a une recette pour répondre à certaines questions en mathématiques, en univers social. Et un de mes collègues en univers social, il disait juste si un élève parfois va écrire un mot, bien, ça peut lui donner un point, un autre mot, ça donne un point. Donc, ça veut dire que les enfants qui font l'école à la maison ne connaissent pas nécessairement toute la recette pour répondre à une question d'examen. Alors, on s'entend que lorsqu'on prend le temps d'analyser ça comme faut l'étude, on dit, ah ben finalement, c'est super bon les résultats qu'ils ont obtenus. Et une autre chose aussi, ceux qui font l'école à la maison n'ont pas accès non plus aux pratiques d'examen. Bon, ils peuvent avoir accès parce que dans les papiers, c'est dit qu'ils peuvent avoir accès, mais ça dépend des centres de services scolaires parce que ce n'est pas tous les centres de services scolaires qui vont l'offrir, qui sont ouverts à l'offrir, et ce n'est pas non plus réalisé comme à l'école. À l'école, bon, ça va être réalisé avec le prof qui t'accompagne, qui te donne des trucs, qui va te dire oui, fais ça comme ça, remplis ça comme ça. Alors, c'est sûr que c'est pour ça que je dis souvent, on compare des pommes et des oranges, on compare deux choses qui sont complètement différentes. Alors, c'est pour ça que pour l'article qui est paru dans le journal, bien, je vous invite vraiment à la prudence avant de porter un jugement sur les enfants qui font l'école à la maison et aussi à prendre du recul et analyser comme il faut, comme je vous dis, les éléments, les chiffres et les éléments qui n'ont pas été dits. Et pour dire, OK, bien, finalement, lorsqu'on met tout ça en contexte, les résultats sont relativement bons et les enfants qui font l'école à la maison, bien, ils sont super courageux d'aller faire un examen dans un contexte pour lequel ils n'ont peut-être jamais été de leur vie. C'est le cas de mes enfants, hein, ils n'ont jamais été à l'école. Et d'autres sont allés à l'école, mais ont vécu des traumatismes, là, doivent y retourner pour une journée d'examen. Et c'est d'un contexte qui ne sont pas non plus préparés à y être. Hein, parce que des fois, ils ne font pas comme « Ah, ben oui, venez passer une journée, venez voir comment c'est, venez voir dans quel local vous allez être. » L'accueil n'est pas toujours évident. Et aussi, des fois, ils ont des outils. On s'entend que ceux qui sont à l'école sont habitués d'avoir des outils, faire les examens. Ils savent très bien, bon, quel outil ils vont utiliser. Mais là, ceux-là qui arrivent à la maison, ils ne savent pas s'ils peuvent apporter tel dictionnaire, telle feuille de liste de mots de vocabulaire. Là, des fois, ils arrivent aussi avec du matériel puis ils se le font refuser. Alors, c'est quand même déstabilisant. Alors, c'est vraiment quand même un contexte qui n'est pas évident et je vous invite vraiment, comme je dis, à voir la situation de manière objective et de dire que c'est pas si alarmant que ça, c'est même très bon les chiffres qui ont ressorti par rapport aux examens. Il y a quelqu'un qui a écrit « Il est évident que l'école à la maison n'est pas valorisée par les médias. » Ça, c'est certain que c'est pas valorisé et c'est justement ce que j'ai trouvé. En tout cas, moi, ça m'a quand même sonné des cloches que j'ai trouvé drôle de voir ce titre-là. C'est qu'en même temps, ça correspond, et il en parle hein, dans l'article, ça correspond avec le fait que l'Association québécoise de la domicile, ils sont en train de poursuivre le ministère. Alors, je me disais, bon, est-ce qu'ils ont sorti ça justement pour essayer de montrer que ils réussissent moins bien aux examens vu qu'il y a une cause présentement? Bref, je ne sais pas pourquoi, là, ça a été sorti comme ça. C'est sûr parce que c'était la première année, l'année passée, où est-ce qu'il y avait des enfants qui avaient l'obligation de faire les examens. Mais justement, je trouve que ça sort un moment qui correspond à la poursuite qu'il y a présentement. Alors, je ne porterai pas des intentions parce que j'aime pas ça, c'est pas mon genre. Là. Alors, pourquoi ils ont sorti cet article-là avec ce titre-là? Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut prendre le temps de relativiser les choses parce que ça n'a vraiment pas été mentionné dans l'article. Comme je dis, l'écart en lecture de 2,4 %, ça correspond finalement à un examen, puis que le 11,3 %, ça correspond à 5 examens, ce qui se tient tout à fait dans la logique lorsqu'on regarde ça autrement. Alors, et de grâce aussi, lâcher prise. Hein? Lâcher prise sur les résultats. Ça, je sais, j'en ai parlé en conférence, ceux qui ont été là. Lâcher prise sur la réussite scolaire, sur des résultats. Je l'ai mentionné en conférence. Si on parle d'examen général avec des notes, c'est subjectif pour plein de raisons. J'en avais mentionné, je pense, 6 en conférence, 6 ou 7. Alors, c'est ça. Et même un examen du ministère, c'est subjectif aussi. C'est corrigé par quelqu'un. C'est corrigé par aussi des grilles de correction qui ont été modifiées dû à la réforme. Ils ne sont pas pareils comme les grilles qui étaient avant la réforme. Ça, c'est un autre élément qu'on n'entend pas parler beaucoup, mais ça fait une très, très grande différence. Et ça, je compte vous en parler plus en 2023, justement, là-dessus, pour, encore une fois, inviter les gens à prendre conscience sur dans quel système qu'on est,
Le système de cumul de points de notation, c'est pas nécessairement le meilleur. Et de toute façon, on est dans un programme qui est une approche par compétence. Et le fait qu'on est dans un système de cumul de points, ça ne correspond pas du tout à une approche par compétence. Donc, de toute façon, au niveau de l'évaluation, il n'y a rien qui suit au Québec la logique de l'approche par compétence. Et on est la province où est-ce que l'examen du ministère va jouer et va être tenu compte dans la note finale d'une matière pour les enfants, mais ailleurs, c'est pas ça qui se passe. Là. Oui, il y a des examens du ministère qui se font, mais c'est pour standardiser les systèmes pour les réguler. Alors, c'est-à-dire qu'on fait des examens pour voir comment que les enfants réussissent à se débrouiller, mais après ça, c'est pour apporter des changements au système, pour dire, peut-être que les enseignants devraient mettre un petit peu plus d'emphase sur telle notion, peut-être les enseignants devraient reprendre ça, on voit que les enfants ont de la difficulté avec telle notion. Alors, c'est une manière d'améliorer le système d'éducation. Alors, ici au Québec, c'est sûr que c'est mentionné que c'est un des objectifs du système scolaire, mais en tant que tel, dans la pratique, c'est pas respecté, c'est pas appliqué, là, on ne se le cachera pas, là, parce que les examens sont corrigés à la fin de l'année. Parfois, il y a les résultats qui sortent durant l'été. C'est pas l'été qu'on va apporter des corrections au système d'éducation et l'année suivante, c'est pas nécessairement le même enseignant qu'on va avoir. Donc, il n'y aura pas finalement d'amélioration et de changement qui va être apporté pour réguler le système d'éducation. Alors ça, c'était ma grosse parenthèse que je voulais vous dire aujourd'hui et je tenais à le faire en live pour vous le mentionner parce que c'est trop long aussi l'écrire. Alors, je l'avais mentionné un peu cette semaine pour ceux qui me suivent. J'avais fait paraître l'article justement et je vous avais invité à prendre du recul là-dessus et je tenais vraiment à vous le mentionner en direct pour que vous ayez un autre regard sur cet article-là et pour ceux qui font l'école à la maison, pour ceux qui ont des enfants qui devraient faire des examens, d'avoir un certain lâcher-prise, un certain recul aussi sur la notation qui va avoir lieu. La notation qui vaut aussi, j'en ai déjà parlé dans il y a 2 ans, je pense, en tout cas en live, comme de quoi que pour les enfants qui font l'école à la maison, ça vaut pour 100% de la note. Bon, et ceux qui vont à l'école, c'est reporté sur 10% seulement en contexte pandémique. Sinon, en contexte régulier, c'est reporté pour 20% de la note. Alors, lorsque c'est des examens obligatoires, c'est sûr, lorsque c'est des examens uniques pour secondaire 4 et 5, bon, c'est un autre pourcentage. Mais bon, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, là, on prend ça avec une pincée de sel, l'article qui est paru récemment. Alors, ce qui s'en vient en 2023. Alors, c'est sûr que j'ai réfléchi à tout ça et en regardant aussi qu'est-ce qui se passait récemment, parce que c'est sûr que ça change tout le temps un petit peu la manière que les gens agissent sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai décidé que pour la saison de l'hiver, je ne reviendrai pas. Alors, il n'y aura pas de jeudi avec André Gérard pédagogique. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas de saison de live. Et moi, ce que je vais faire durant l'hiver, c'est que je vais mettre en place, parce que je fais la programmation, je vais mettre en place un système pour que je puisse faire des conférences en ligne et que vous puissiez assister et me poser aussi vos questions. Et à ce moment-là, c'est qu'il va y avoir, oui, les conférences que j'avais présentées au congrès de la non-rentrée. Alors, lâcher prise sur la réussite scolaire. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister à Montréal, ils vont l'avoir. C'est sûr que là, je n'aurai pas non plus une certaine limite de temps, donc je vais regarder, voir qu'est-ce que je vais aborder, jusqu'où que je vais aller, parce que je parlais des examens du ministère, mais je vais peut-être aller un petit peu plus loin là-dessus. Et je vais parler aussi, nos conférences sur les troubles d'apprentissage, un diagnostic pour l'enfant et pour la société. Et ça aussi, ça n'en parle pas trop en éducation, mais ça change. Je trouve ça très drôle d'avoir fait une conférence là-dessus, d'avoir invité les gens à réfléchir pourquoi qu'on allait chercher des diagnostics. Je ne sais pas si ça va être annoncé, comment que M. Bernard Drinville va nous annoncer ça, mais j'ai vu sur un site de prof de ce qui s'en vient, ce qui a été dit, c'est que tout ce qui est présentement les systèmes de cotation dans les écoles, ça va être laissé tomber. On va laisser ça tomber de côté. Alors, je me pose des questions d'à quoi ça sert encore plus, un peu comme j'avais fait sur ma conférence. Pourquoi finalement on fait diagnostiquer nos enfants? Qu'est-ce qu'on va voir comme changement? Et je vous donnais aussi des clés sur qu'est-ce qu'on devrait miser pour aider les enfants au niveau de la dyslexie surtout, dysorthographie et les dys en général. Et justement, il y a des changements qui sont supposés de s'en venir. Là. On est supposé de laisser tomber ça là, dans les écoles, les cotes. Et
Ça, je vais vous en reparler parce que c'est ça va avoir un impact majeur, surtout pour les enfants qui fréquentent une école, un établissement scolaire. Parce que le fait qu'un enfant avait une cote, ben, c'est que ça permettait de diminuer le ratio dans les classes pour pouvoir y donner plus de services et ça permettait d'accéder à des services. Là, en laissant tomber les cotes, je me questionne encore plus sur les services. Là. Et là, où est-ce qu'on s'en va avec les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage? C'est sûr que je me questionne et je n'ai pas encore toutes les réponses. Donc, j'attends de voir qu'est-ce qui va en être là-dessus. Une autre conférence aussi que j'aimerais ça vous donner, c'est des conférences, formations en même temps, bien sûr, parce que je donne toujours des conseils, des clés. C'est par rapport justement aux examens du ministère. Alors, j'ai beaucoup de questions et j'avais même une madame qui m'a demandé une consultation récemment par rapport à ça. Comment préparer son enfant par rapport aux examens du ministère? Sur quoi qu'on devrait miser? Et étrangement, j'ai même une maman qui me disait, moi, j'ai fait apprendre tous les verbes par cœur à mon enfant. Mais en fait, pour aller chercher tes points pour la situation d'écriture, là, c'est pas tant les verbes. Oui, c'est sûr, ça fait partie, là, on s'entend, là, de l'orthographe. Mais comme j'ai dit, la grille de correction de la réforme des années 2000 n'est pas comme celle qui était avant et ça ne marche plus comme dans notre temps, nous autres, là, où est-ce que là, les verbes, on pouvait aller chercher des points, l'orthographe, on pouvait aller chercher des points. Non, ça ne marche plus du tout comme ça. Et étrangement, des fois, on va aller chercher plus des points si on a fait toutes nos divisions de paragraphes comme il faut. Alors, c'est un peu ça, dans le fond, que je vais vous parler sur c'est quoi les critères d'un enseignant qui va mettre un A, qui va mettre un B, qui va mettre un C et qui va mettre un D. Alors, ça, j'aimerais vraiment ça, le pouvoir aussi mettre ça en place pour vous aider. Et il y en a beaucoup qui demandent des pratiques, mais en fait, il n'y a pas tant de pratiques pour un examen d'écriture. C'est souvent une image. Il faut respecter la structure du récit en 5 temps pour la 4e année. Et pour la 6e année, à ce moment-là, ça va être à partir des textes qui ont été lus et que là, les enfants vont faire un texte d'opinion par rapport à ça. Et là, c'est la structure d'un texte d'opinion, mais encore là, c'est divisé au moins 3 paragraphes. Alors, ça, c'est sûr qu'on va essayer d'en reparler aussi ensemble là-dessus. Et ensuite, une autre chose aussi que je voulais mettre en place en 2023, ça, c'est sûr que c'était d'autres vidéos et d'autres articles de blog. Alors ça, il y a des choses qui s'en viennent là-dessus parce que les articles de blog, j'en avais écrit, mais il y en a d'autres qui s'en viennent et je vais vous parler aussi beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle gagne de plus en plus en éducation et prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est sûr que c'est vraiment important de ne pas se braquer parce que nos enfants, ils sont avec la technologie, ils baignent avec la technologie. Alors même si on disait, moi, je t'interdis d'utiliser telle affaire, ils vont finir par l'utiliser quand même. Et en même temps, l'intelligence artificielle, ça peut être super bon parce que ça peut aider les enfants pour faire des devoirs. Ça peut aider les enfants pour faire une recherche. Mais on parle actuellement que des programme d'intelligence artificielle que tu peux même lui dire « Écris-moi un récit en 5 temps avec, je ne sais pas moi, un garçon qui marche dans la forêt et qui va vivre une aventure. » Et je vous le jure, là, ça vous sort un récit en 5 temps. C'est fabuleux. Mais en même temps, ce n'est pas toujours précis à 100%. Et je sais que récemment, on a parlé beaucoup de chat GPT, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans les médias. Ils ont fait une grosse couverture médiatique et pourtant, il en existe un autre logiciel d'intelligence artificielle qui est encore beaucoup plus poussé et plus précis, mais je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas gratuit que là, les gens ont fait une moins grosse couverture médiatique, mais l'autre est encore plus précis. Alors, je vais essayer de vous parler, en tout cas, j'en ai 3 là en tête que je veux vraiment vous parler de programmes d'intelligence artificielle et vraiment vous faire la démonstration de comment qu'on peut l'utiliser, vers quoi aussi, comment qu'on peut l'appliquer, parce qu'en univers social, ça s'applique super bien aussi et on peut même les appliquer pour avoir des formules de mathématiques, des formules de programmation. Alors, ça pousse vraiment quand même beaucoup là, au niveau de l'intelligence artificielle. Et c'est une autre raison du pourquoi aussi, je le mentionne souvent, je l'ai mentionné dans mon rapport d'expertise et le ministère, faut qu'on lui rappelle, mais on est au 20e siècle. Là. Alors, tout notre système d'éducation, je vous le jure, un jour,
il va se passer quelque chose parce que ça va être à revoir. Le fait qu'on fonctionne avec des bulletins, des cumuls de points, ça ne fonctionne pas du tout là, en ce moment avec vers quoi qu'on s'en va et avec toute la place que l'intelligence artificielle prend de plus en plus dans le monde d'éducation. Il faudra vraiment qu'on s'adapte plus à notre programme de compétences et revoir notre façon d'évaluer pour les jeunes. Tu as raison, d'ailleurs, ma fille vérifie son orthographe avec Alexa au lieu du dictionnaire. Oui, ça se peut. Ça se peut, et puis ça vérifie son orthographe, c'est bien, mais comme c'est ça que je dis là, même on est rendu là avec des logiciels qui nous écrivent carrément un texte, un logiciel qu'on peut même lui écrire, faire un copier-coller de résolution de problème parce qu'on ne le comprend pas, puis il va nous le résoudre. Bon, là, comme je dis, ils ne sont pas 100% tous efficaces, là, parce que c'est ça, je suis toujours en train de tester là, par rapport à certaines questions, par rapport à certaines choses, mais oui, c'est vrai, de plus en plus, les enfants, c'est ça, ils n'utilisent même pas les outils que nous, on utilisait là, nécessairement là, le dictionnaire parce que ça va encore plus vite, ouvrir une application, écrire qu'est-ce qu'on veut et ils nous sortent ça. Alors, c'est ça, je vais vous en parler à travers des vidéos YouTube et à travers mes articles de blog. Pour l'instant, il n'y a pas de conférence prévue là-dessus nécessairement. Je verrai au fil du temps là, si c'est un besoin. C'est sûr qu'il y a besoin, souvent les gens me demandent aussi comment faire des résolutions de problèmes qui sont simples. Alors ça aussi, il y a de quoi que je suis en train de préparer, là, de voir pour vous donner des exemples, comment essayer de faire travailler des résolutions de problèmes, mais qui sont avec des situations de la vraie vie et qui sont simples à réaliser, même si une situation de problème peut être complexe, mais dans le sens qu'on n'a pas besoin là, d'acheter un gros livre là, à 25$ ou d'avoir du matériel. Ça peut être des situations qu'on va inviter notre enfant à faire avec tout ce qui nous entoure. Et ça, j'aime beaucoup ça, faire ça, utiliser ça dans la vie. On peut tellement observer plein d'éléments quand même au niveau de l'éducation par rapport à notre enfant. Aussi, une autre chose, il va y avoir aussi des vidéos par rapport au français. Hein. Il y a beaucoup de questions aussi par rapport au français. Le français, on en parle de plus en plus. Même les enseignants d'aujourd'hui ont de la difficulté. Étonnamment, je me suis fait demander, parce que j'ai fait beaucoup de marchés de Noël aussi récemment, si moi, j'avais réussi mon examen de français en tant qu'enseignante. Alors, si ça vous questionne, je vous confirme, oui, je l'ai réussi du premier coup, mais j'ai des collègues qui sont très bons enseignants qui l'ont réussi après 4 coups. Après 4 essais. Alors, ça ne veut rien dire nécessairement. Les examens sont quand même assez difficiles, ça c'est vrai, mais pourtant, on a quand même un gros livre. Là, je l'ai encore, un gros document qui nous prépare à cet examen-là. Moi, j'avais passé beaucoup d'heures là-dessus. J'ai des amis, c'est ça, qui ont passé des heures, puis ça n'a pas rentré, mais ils ont quand même été des très bons enseignants après l'avoir réussi après 4 essais. Et aujourd'hui, ils sont rendus quand même assez bons aussi en français. Alors, ça aussi, je vais donner beaucoup d'informations et de l'information qui est en lien avec ce que je vous ai dit. Hein, on enseigne l'orthographe de façon stratégique. Arrêtez de l'enseigner de manière isolée avec des mots de vocabulaire à faire apprendre par cœur comme ça. Ça ne fait aucun sens pour les enfants et même moi, je trouve que ça ne fait aucun sens d'enseigner ça de cette façon-là. Il va y avoir aussi au niveau du yoga, du bien-être, ça c'est sûr, j'aime ça aussi, ça fait partie de moi. Donc, il va y avoir quelques jeux de respiration de yoga aussi qui vont sortir comme nouveauté. Et après ça, en septembre l'année prochaine, de regarder le nouveau livre qui va sortir avec Rosalie dans le titre. J'en dis pas plus. J'en ai qui se sont essayés dans les marchés de Noël de venir me voir et dire « Hey, dis-moi de quoi ça va parler. » Mais il faut quand même garder un petit peu une surprise. Hein? Il faut qu'il y ait des choses à annoncer, sinon je n'aurai plus rien à annoncer. Alors, on va garder la surprise pour septembre où est-ce que je vous en parlerai du sujet. Donc, on ne se retrouvera pas nécessairement à l'hiver, mais je vais vous en parler, je vais vous tenir au courant pour ceux qui me suivent de qu'est-ce qui s'en vient et comment vous allez pouvoir accéder aux conférences, aux formations en direct. Alors, un samedi matin, par exemple, on va pouvoir être ensemble et faire une conférence et je vais toujours faire une partie où est-ce que, oui, je donne l'information, mais je vais garder au moins une demi-heure et plus où est-ce que vous allez pouvoir me poser des questions. Alors, vous allez quand même pouvoir bénéficier à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est super enrichissant et c'est super économique aussi de pouvoir poser vos questions au lieu de prendre une consultation pédagogique qui est beaucoup plus dispendieuse comme ça, que là, lorsqu'on est dans un groupe, vous pouvez poser vos questions à la fin et comme ça, vous allez avoir vos réponses tout de suite. Alors, si vous n'avez pas, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, c'était le live d'aujourd'hui que, dans le fond, je vous ai présenté les 4 nouveautés littéraires sur le thème de Noël. Et ces 4 livres qui sont super bons.
et je vous en ai parlé pour ceux qui ont manqué le début, vous le réécouterez. Je vous ai parlé aussi de qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Je vous invite à avoir un regard plus objectif, c'est sûr, sur qu'est-ce qui peut paraître dans les médias. Et ça, même moi, je le vois, là, je suis confrontée à ça. J'ai plein d'articles dans les médias et à toutes les fois, je vois que mes faits ont été rapportés d'une manière totalement différente. Et pourtant, je dis la même chose à chaque personne, mais ils sont rapportés de manière vraiment différente. Et parfois, il y a certains qui sont même très subjectifs, qui me proposent une entrevue, mais finalement, ben, ils apportent tellement juste leur point de vue que moi, j'arrive pas à vraiment dire ce que je voulais dire. Ou il y en a qui vont dire, moi, je veux juste qu'on parle du fait que ton garçon est somnambule, par exemple, pour mon livre. Puis on parle même pas que le livre, finalement, c'est le premier livre au Québec qui a été publié en écriture cursive. Alors, c'est ça. Hein, moi, j'appelle ça la game des médias. C'est comme une manière de jouer avec les gens aussi pour attirer toujours plus de monde. Mais c'est important de développer un regard critique par rapport à ça et même d'éviter nos enfants, hein, les éduquer déjà très tôt là-dessus, d'avoir un regard critique par rapport à ça. Et mes enfants, ben, c'est sûr qu'ils sont amenés là-dedans aussi parce que je leur montre les articles et ils font « Ah, pourquoi c'est écrit de même? Pourquoi ils parlent de ça comme ça? » Ben, c'est les médias, hein? Et parce que c'est comme ça que la personne voulait l'amener, parce que c'est comme ça qu'elle va chercher plus de personnes. Une vraie passionnée, oui. Une vraie passionnée en éducation, c'est sûr. Alors, je vous retrouve, dans le fond, comme j'ai dit, pas tout de suite en live, mais c'est sûr que je vous retrouve sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui me suivent, je vous invite à cliquer j'aime, à cliquer ou à partager, parce que c'est sûr que j'ai eu plein de monde qui sont venus me voir dans les marchés de Noël en disant « Hey, j'aime ça ce que tu fais. » Ils savent tout de ma vie quasiment, en tout cas tout ce que je publie, mais je ne les vois jamais cliquer. Alors, c'est un petit peu plate parce que moi, je ne sais même pas qui me suivent. Et en même temps, ben, au niveau de l'algorithme, moi, c'est sûr, ça ne m'aide pas. Là. Plus vous allez cliquer, ben, plus ça va pouvoir partager mes éléments et plus ben, ça va pouvoir me permettre aussi de me faire connaître. Merci Andrea, continue ton bon travail. Ben, merci beaucoup. Et j'ai bien hâte de vous retrouver en personne, en direct, en live, hein, en 2023, parce que c'est certain que je tiens à faire des conférences pour continuer d'aider les gens et que les gens puissent être vraiment plus armés, je pense, à ce qui s'en vient, comme je dis, en éducation, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements qui s'en viennent dans les prochaines années. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci aussi à ceux qui le réécoutent en rediffusion. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et une bonne fin de soirée à tous.